Samedi 31 août 2024, merci d'être au rendez-vous de la rétrospective environnementale. Voici les titres. Un ressortissant français installé au Togo dans la région des Plateaux s'intéresse à l'agroécologie. Julien Dumont a implanté toute une stratégie de production agricole avec des aspects environnementaux bien respectés. Les détails à suivre. L'Éthiopie se mobilise pour reverdir son territoire et lutter contre la déforestation. 600 millions de plants seront mis en terre. Enfin, l'Indonésie change officiellement sa capitale à cause du changement climatique et la surpopulation. Jakarta est désormais remplacée par Nusantara. Les sachets plastiques non biodégradables constituent un problème environnemental majeur au Togo. Pour répondre efficacement à ce défi, les communes sont invitées à intervenir dans la gestion de ces déchets afin d'éradiquer ce fléau. Voyons cela avec Irène Papadina. Face à la crise persistante de la pollution plastique, les communes togolaises ont un rôle central à jouer dans la gestion des déchets plastiques. Selon le coordinateur de l'ONG Togo Environnement Propre, Kodjo Kono Nukafu, pour répondre efficacement à ce défi, les municipalités doivent mettre en place une gouvernance locale proactive axée sur les stratégies de gestion durable des déchets. Les communes, grâce à leur proximité avec les populations, sont bien placées pour mener des campagnes de sensibilisation et d'éducation sur les dangers du plastique et l'importance de leur gestion responsable. En collaborant avec des ONG comme Togo Environnement Propre, elles peuvent organiser des ateliers, des conférences et des programmes éducatifs pour informer les citoyens et les inciter à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Pour réduire l'impact des plastiques sur l'environnement, il est essentiel d'installer des points de collecte sélective dans les quartiers. Cela permettra de trier les déchets plastiques à la source et de faciliter leur recyclage. Les municipalités doivent également travailler en étroite collaboration avec le secteur privé pour promouvoir l'utilisation de matériaux biodégradables comme alternative aux sachets plastiques. En encourageant les commerçants et les fabricants locaux à adopter ces matériaux, elles peuvent réduire la dépendance aux plastiques non biodégradables et ainsi atténuer leurs impacts environnementaux. Pour que ces initiatives soient couronnées de succès, il est crucial que les communes assurent le rôle strict de l'application des lois existantes concernant l'interdiction des déchets plastiques. La gestion des déchets plastiques au Togo nécessite une approche intégrée et collaborative où les communes jouent un rôle de premier plan. En mettant en œuvre des stratégies de sensibilisation, de collecte sélective, de promotion de matériaux durables et en renforçant l'application des lois, les municipalités peuvent devenir des acteurs clés dans la lutte contre la pollution plastique. Le soutien et l'engagement des autorités locales sont essentiels pour construire un avenir durable et assurer un environnement sain pour tous. L'Algérie souhaite digitaliser son système de gestion des déchets solides afin de performer dans la collecte, le transport et le traitement au cours des prochaines années. Pour ce faire, un feu vert a été donné à l'entreprise française Géocycle pour lancer la plateforme numérique dénommée MyGéocycle. Irène Papadina. Les entreprises et les particuliers devraient bientôt pouvoir suivre en temps réel la collecte, le transport et le traitement de leurs déchets solides en Algérie grâce à la plateforme MyGéocycle lancée par la société française Géocycle le 14 juillet 2024. Cette initiative de Géocycle spécialisée dans la gestion des déchets est une ambition du gouvernement algérien qui mise notamment sur la technologie pour moderniser la gestion des déchets en utilisant des solutions numériques avancées. Selon le ministère algérien de l'Environnement et des Énergies renouvelables, la gestion actuelle des déchets en Algérie est confrontée à de nombreux défis et obstacles qui se répercutent négativement sur les citoyens algériens, l'économie et l'environnement du pays. Une vision qui s'inscrit dans la stratégie nationale de la gestion intégrée et de la valorisation des déchets, qui a pour objectif de réduire 10% des déchets ménagers et assimilés d'ici 2035, à valoriser 47% des déchets ménagers et assimilés, 47% des déchets spéciaux et 60% des déchets inertes.
En permettant une surveillance et une gestion en temps réel, MyGéocycle améliorera également l'efficacité opérationnelle et contribuera à réduire les coûts et minimiser l'impact environnemental de ces détritus. En facilitant l'accès aux informations et en automatisant les processus, cette plateforme aide les entreprises à se conformer aux régulations environnementales tout en optimisant leurs opérations. En Algérie, la société française pourra s'appuyer sur une étude du comportement des citoyens vis-à-vis des déchets, réalisée récemment par l'Agence nationale des déchets AND dans le pays, pour justement sensibiliser via sa plateforme numérique à l'adoption des comportements éco-responsables en matière de gestion des déchets solides. Il quitte la France pour s'épanouir dans l'agroécologie au Togo. Depuis 3 ans, Julien Dumont a mis en place une ferme agricole de 1,5 hectare à Palimé dans la région des Plateaux. Dans cette ferme, il fait du maraîchage, les cultures vivrières et les petits élevages des poules pondeuses et les porcins tout en respectant les normes écologiques. Léon Sabo avec la voix de Irène Papadia. Julien Dumont est un agroécologue français installé à Palimé. Dans sa ferme, il fait du maraîchage, les cultures vivrières et le petit élevage, notamment les poules pondeuses et les porcins. J'étais déjà dans une démarche de maraîchage biologique en France. Et arrivé ici, l'envie de trouver du sens à ma vie et tout ce que je peux faire pour nourrir la population sainement m'a amené dans cette démarche agroécologique, a-t-il affirmé. Le promoteur de la ferme agroécologique Piment Solidaire explique que l'idée est de trouver un revenu mixte pour montrer qu'une ferme agroécologique peut être viable. Il témoigne que ce qui l'a poussé à se mettre dans cette activité est qu'il y a plein de discours mais peu d'actions dans le secteur de l'agroécologie. Aujourd'hui, c'est un type d'agriculture qui peut faire face au changement climatique et peut mieux nourrir la population. Il admet toutefois que le principal défi reste l'absence d'un marché spécifique pour les produits biologiques car les produits agroécologiques sont difficiles à écouler sur le marché. La ferme livre ses produits à Lomé et à Palimé. Les initiatives se poursuivent pour créer un marché spécifique pour les produits biologiques. Selon Julien, le plus gros challenge est de pouvoir créer un marché pour ces produits bio et de former les jeunes afin d'augmenter le dynamisme de la production biologique. Julien Dumont a participé au camp agroécologique et forum environnemental CAF, initié par l'Éco-Impact à Pimeseva du 12 au 21 août dernier. Son objectif était d'approfondir des connaissances nécessaires en principe et pratiques agroécologiques afin de former d'autres jeunes volontaires et motivés qui sont disposés à s'engager dans les pratiques écologiques et pour une agriculture durable. L'Éthiopie ambitionne d'amplifier sa campagne de reforestation pour lutter contre les réchauffements climatiques. Le pays a prévu une initiative visant à planter 600 millions de jeunes arbres en une seule nuit. Ce projet se situe dans le contexte du programme national Empreinte verte. Suivant. L'Éthiopie se prépare à écrire une nouvelle page de son histoire qui témoigne de son engagement dans la préservation de l'environnement. Le pays prévoit le lancement d'une initiative qui consistera à mettre en terre 600 millions de jeunes plants en une seule nuit. Cette opération de reboisement s'effectuera sur un terrain de plus de 317 000 hectares soigneusement aménagé par le ministère éthiopien de l'Agriculture. L'objectif de cette ambitieuse initiative est de reverdir le sol à grande échelle en vue de lutter activement contre la déforestation qui sévit dans la région. L'implication intergénérationnelle des citoyens dans la mise en œuvre de cette initiative s'avère nécessaire. Par conséquent, il est recommandé aux adultes à planter plus de 20 arbres, tandis que les adolescents contribueront à planter 10 arbres chacun. Le Premier ministre Abiy Ahmed, fervent défenseur de l'environnement, est le fer de lance de cette initiative historique. Il participe activement à l'événement et souligne l'importance de l'unité nationale dans la réalisation de ce défi écologique. Il affirme que la solidarité et l'engagement de tous permettront aux Éthiopiens d'accomplir bien plus encore pour la préservation de leur patrimoine naturel.
Cette opération nocturne de reboisement intensif débutera un vendredi à minuit et se poursuivra jusqu'aux premières lueurs de l'aube. L'engagement du gouvernement et la mobilisation populaire témoignent d'une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux en Éthiopie. Ce projet ambitieux reflète la volonté du pays de devenir un modèle en matière de préservation de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques. La Tunisie est confrontée à une crise hydrique sans précédent. Le taux de remplissage des barrages a chuté par rapport à l'année dernière. L'Observatoire tunisien de l'eau a lancé un appel aux autorités pour corriger le tir. La Tunisie connaît une baisse significative de ses ressources en eau. Selon les données fournies par l'Observatoire national de l'agriculture, ONAGRI, cette baisse représente une diminution de 190,951 millions de mètres cubes par rapport à la moyenne des 3 dernières années, qui se levait à 736,634 millions de mètres cubes. La situation est particulièrement alarmante dans certaines régions. Les barrages du Nord affichent un taux de remplissage de 27,9%, tandis que ceux du Centre et du Cap-Bon sont à des niveaux critiques de 7% et 3,6% respectivement. Pour pallier cette situation alarmante, l'Observatoire tunisien de l'eau a lancé un appel pressant exhortant les autorités à décréter l'état d'urgence hydrique et adopter des mesures immédiates et rigoureuses pour gérer cette crise hydrique. Cette demande intervient alors que le taux de remplissage des barrages a chuté à 23,2%, soit 545,683 millions de mètres cubes contre 686,328 millions de mètres cubes à la même date en 2023. Le manque de précipitations et l'augmentation des températures exacerbent une situation déjà précaire, menaçant l'approvisionnement en eau pour l'agriculture et les besoins domestiques. L'appel de l'Observatoire tunisien de l'eau vise à sensibiliser les autorités et le public sur la gravité de la situation et à encourager des actions concrètes pour atténuer les effets de cette crise hydrique imminente. En outre, la Tunisie est confrontée à une crise hydrique sans précédent et l'Observatoire tunisien de l'eau appelle à une réponse rapide et efficace pour éviter des conséquences désastreuses pour la population et l'économie du pays. Le 53e sommet des dirigeants du Forum des îles du Pacifique se poursuit à Nuku-Alofa, capitale des îles Tonga. Au cours de cette rencontre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a alerté sur les dangers de l'élévation du niveau des mers dans les petits États insulaires du Pacifique et a souligné l'importance de préserver ces océans. Viva Sama. Save our seas ou sauver nos mers. C'est le SOS lancé par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, le 27 août 2024 aux îles Tonga pour le 53e Forum des îles du Pacifique. L'alerte que lance le patron des Nations Unies porte essentiellement sur le niveau alarmant de la montée des eaux dans cette région du monde. Il déclare que c'est une catastrophe mondiale qui met en péril ce coin paradisiaque de la planète. En effet, les îles du Pacifique sont faiblement peuplées et peu dotées en industries lourdes. Elles rejettent toutes réunies moins de 0,02% des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre. Malheureusement, cet ensemble de petites îles volcaniques se situe à basse altitude et est aujourd'hui menacé par la montée inquiétante des eaux. Le nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale qui surveille les plages de la région révèle que le niveau des mers s'est accru de quelques 15 cm dans certaines zones du Pacifique ces 30 dernières années. C'est largement au-dessus des 9,4 cm que représente la moyenne mondiale d'après les recherches de cette agence onusienne sur le climat. L'élévation du niveau de la mer menace aujourd'hui l'habitat, l'économie et l'agriculture des pays du Pacifique. Actuellement, il faut nécessairement s'adapter à la situation périlleuse dans ces territoires. Mais jusqu'à quand ? La 27e édition du Salon Ecomondo aura lieu du 5 au 8 novembre prochain à Rimini, en Italie. Pendant 4 jours, il sera question pour les organisateurs de trouver des solutions innovantes dans les domaines de l'agriculture, de la restauration des sols, le textile, la surveillance environnementale en Europe et dans le bassin méditerranéen.
Irène Papadina. Du 5 au 8 novembre 2024, la ville côtière de Rimini en Italie accueillera la 27e édition d'Ecomondo. C'est l'un des événements incontournables en matière de solutions pour l'économie verte et l'économie circulaire en Europe et dans le bassin méditerranéen. Au moins 900 participants, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des décideurs politiques et des chercheurs sont attendus à ce rendez-vous, placé sous le signe de l'innovation durable, notamment dans des technologies. Plusieurs délégations de l'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord prendront également part à ce rendez-vous. Durant ces 4 jours de conférences et d'expositions, ils discuteront des nouvelles avancées en termes de big data et d'intelligence artificielle dans les domaines de l'agriculture, la restauration des sols, le textile et la surveillance environnementale. Selon l'organisateur Italian Exhibition Group IEG, l'idée est d'explorer les dernières avancées susceptibles de booster l'économie mondiale et surtout de prévenir et d'atténuer les effets du changement climatique. Des solutions innovantes développées par 30 startups seront également mises en lumière et récompensées dans le cadre du prix Lorenzo Cagnoni, en hommage à l'initiateur du projet Ecomondo. La 27e rencontre de novembre 2024 se tiendra à quelques mois après le lancement du plan de Mattei du gouvernement de Rome en Afrique. Il s'agit d'un programme d'investissement qui comprend des accords énergétiques en échange d'une coopération accrue en matière de migration. Dans le reste de l'actualité, l'Indonésie déplace sa capitale à Nusantara, une ville située sur la côte orientale du Bornéo. L'ancienne capitale Jakarta est engloutie par les eaux en raison du changement climatique et de l'urbanisation galopante. Léon Sago, Irène Kwapadina. Nusantara et son palais présidentiel aux ailes d'oiseau est le symbole d'une nouvelle capitale qui doit faire rayonner l'Indonésie. Inauguré en grande pompe le samedi 17 août, ce monument est bien l'une des seules constructions achevées dans cette ville naissante. Le reste n'est pour l'instant qu'un immense chantier où 13 000 ouvriers s'affairent sur des routes complexes. Ce projet titanesque est de déplacer la capitale Jakarta, qui compte 11 millions d'habitants sur une île à 1200 km de là. Le gouvernement entend par ce projet rééquilibrer le développement de l'archipel hors de la ville de Java, qui cumule à elle seule 58% du PIB. Mais l'urgence est celle de la montée des eaux qui menace aujourd'hui Jakarta. Pour y échapper, l'État construit une nouvelle capitale au milieu de nulle part, en pleine jungle sur l'île de Bornéo. Le budget est de 30 milliards d'euros, financé à 80% par des investisseurs privés. L'ambition est d'en faire une ville neutre en carbone d'ici 2045. Les premiers fonctionnaires s'installeront à Nusantara cet automne. La ville compte accueillir 2 millions d'habitants d'ici 20 ans. Après une série de séismes, un volcan est entré en éruption au sud-ouest de l'Islande. Ce phénomène, qui a eu lieu pour la 6e fois depuis l'année 2023, n'a engendré aucun danger. Néanmoins, un village de pêcheurs proche des lieux a été évacué par précaution. Vivas Amana. L'Islande, pays de feu et de glace, se voit à nouveau enflammée par un volcan, le 6e en moins d'une année. L'éruption a eu lieu au soir du 22 août 2024 dans la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest du pays. Le bureau météorologique islandais rapporte que l'éruption a été précédée d'une série de séismes et que l'activité sismique reste considérable sur le long de la fissure de plus de 4 km. La lave jaillit comme des fontaines de feu et s'étend sur les terres environnantes. La scène impressionne des touristes venus de partout du monde. Avant 2021, cette région n'avait pas connu d'éruption depuis 8 siècles. Ce 6e volcan depuis le mois de décembre vient confirmer la reprise des activités sismiques et volcaniques selon les volcanologues. Les villages environnants ne sont pas directement impactés, mais par mesure de sécurité, celui de Grindavik et ses 4000 résidents ont dû être évacués pour se protéger des cendres et des fumées toxiques. 5 éruptions volcaniques se sont déjà succédées depuis le mois de décembre 2023 sur cette péninsule de Reykjanes. La dernière remonte à la fin du mois de mai dernier et avait duré plus de 3 semaines. L'Islande compte aujourd'hui 33 systèmes volcaniques actifs.
Le sud-est du Brésil a été ravagé par les incendies, favorisés par une période exceptionnelle de sécheresse depuis plusieurs jours. L'état d'urgence a été déclaré dans 45 villes du pays. Les autorités de cet état se mobilisent pour maîtriser la situation. Vivas Ama. Le Brésil est en guerre contre la criminalité et les incendies. C'est ce qu'a déclaré Marina Silva, la ministre brésilienne de l'Environnement, alors que la région du sud-est du pays est enflammée par des incendies violents. 45 villes de l'état de Sao Paulo ont été déclarées en état d'urgence où les feux sont très actifs. C'est une situation atypique. En quasiment 2 jours, plusieurs municipalités ont commencé à brûler en même temps. Désormais, c'est une guerre contre les incendies et la criminalité. Une bonne partie de la forêt de l'Amazonie part en fumée et la principale cause de ces feux de forêt serait la technique de brûlis pratiquée par les agriculteurs de la région. Après une réunion de crise présidée par le président de la République fédérale du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, la ministre de l'Environnement du pays a annoncé l'ouverture des enquêtes par la police fédérale pour se pencher sur les causes des feux de brousse qui touchent la région du sud-est. Le président a renchéri en déclarant sur les réseaux sociaux X, anciennement Twitter, que la police va mener l'enquête et le gouvernement va travailler avec tous les États pour combattre les incendies. 2 personnes soupçonnées d'être à l'origine de ces feux criminels sont déjà aux arrêts, selon Tarcísio de Freitas, le gouverneur de Sao Paulo. 2 autres employés d'une usine sont décédés alors qu'ils combattaient un incendie dans le nord-est de l'État. Les habitants de la zone qualifient la situation d'apocalyptique avec des vents violents et une fumée qui rend la ville invisible. C'est la première fois que j'ai si peur, parce qu'on n'a jamais vu ça ici. J'ai mis le nez dehors et j'ai eu le souffle coupé. C'était terrifiant. Actuellement, les vols sont annulés et les routes coupées. L'on enregistre une destruction des cultures et du bétail tué par les feux. Avec 3480 foyers identifiés par l'Institut national des recherches spatiales, l'État de Sao Paulo vit son pire mois d'août pour les incendies depuis le début des relevés par satellite en 1998. L'une des zones les plus touchées est la ville agricole de Ribeirão Preto, à environ 300 km de Sao Paulo. Une sécheresse exceptionnelle favorise l'extension des flammes surtout au nord de l'Amazonie. Retenons que près de 50 000 départs de feux de forêt sont recensés depuis le début de l'année dans la région qui abrite le poumon vert de la planète. Un record qui se caractérise par une hausse de 76% par rapport à l'année 2023. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez depuis votre position. Bon week-end à tous. À Green TV International, we revive the environment.